tour de Maître Ange Rodrigue Dadje. Rapidement, il y a beaucoup à dire sur ce courageux avocat. Il est diplômé de l'École supérieure de gestion de Paris et aussi une maîtrise en droit de l'Université d'Abidjan. En 1997, il rentre en cabinet, il ouvre le sien en 2008. Il devient conseiller de Mme Simone Gbagbo, persécutée en compagnie de plusieurs membres de son régime. En 2012, à son retour d'exil, il a été retenu 3 mois par la direction de la surveillance du territoire et il a été libéré suite aux pressions de ses confrères solidaires. Il vient de se porter d'ailleurs récemment à la défense de Richard Kouassi, un jeune partisan du FPI qui a été emprisonné pour avoir exhibé une banderole exigeant la libération de Laurent Gbagbo. On sait aussi qu'en dehors de tout le travail qu'il fait devant la CPI, il est en train de compiler des preuves, toujours pour la CPI, d'un dossier sur les victimes du régime de Ouattara. Donc c'est quelqu'un qui est sous pression et une nomination d'avoir pu se dégager pour venir nous présenter. Nous savons aussi que son calendrier ne lui a pas permis d'élaborer une grande conférence, mais qu'il a réuni les grandes lignes forces. On demande donc votre indulgence, évidemment, pour qu'on puisse parler des vraies choses en famille ici. Merci. Bonjour à tous. Je suis Ange Rodrigue Dadje, effectivement je suis avocat. Je suis l'avocat principal de Mme Simone Gbagbo en tant que première dame depuis 2008 et elle me fait toujours l'honneur d'être son avocat principal en Côte d'Ivoire. Sachez aussi qu'il y a une procédure à la CPI, au même titre que celle du président Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Il y a une procédure Simone Gbagbo contre Madame la procureure de la CPI, dans laquelle je suis avocat principal, co-assisté de Maître Akiba Touré, et dans laquelle nous sommes toujours encore dans des accords. Et c'est justement l'une des raisons pour lesquelles on va débattre du sujet que j'ai l'honneur de vous présenter. Je tenais aussi à vous dire merci. J'imagine que ce n'est pas évident pour chacun de vous, en fonction de vos différents lieux d'habitation, d'aménager votre programme pour venir nous écouter. Donc je tenais à vous dire merci. Voilà, je me tiens à votre disposition. Je vais brièvement développer le sujet qu'on m'a confié. Le thème, c'est le défi d'une coopération efficace entre la CPI et les États africains, le cas de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment, je pourrais profiter de ce sujet pour répondre à certaines questions, mais qui sont liées à la justice en Côte d'Ivoire ou à la justice à la CPI relativement aux pays africains ou à la Côte d'Ivoire. Voilà comment je pourrais essayer de circonscrire ce thème-là. Je tenais également à dire merci aux organisateurs qui se sont mobilisés depuis plusieurs mois pour m'inviter ici au Canada, qui ont couvert les frais de déplacement. Merci également à mon confrère et aîné qui a débattu avant moi, et merci au médiateur pour toute son intervention. Alors, je n'ai pas osé rédiger un véritable thème, parce que pour moi, parler de droit, je pèse bien mes mots, parler de droit en Côte d'Ivoire, je peux en parler à n'importe quelle heure sans avoir préparé un papier. C'est des choses que je vis au quotidien. Bon, prétention aucune, c'est pas que je veux mépriser la qualité des personnes qui sont là, mais c'est un sujet dans lequel je vis 24 heures sur 24. Et donc, à un moment, ça a fini par devenir un réflexe. Donc, rédiger un document, c'est un peu me circonscrire dans ce que je pourrais dire. En même temps, on peut parler de droit et de justice en Côte d'Ivoire pendant toute une journée sans qu'on se répète sur les mêmes phrases parce qu'il y a trop de choses à dire. Voilà. Alors, donc comme je vous le disais, mon thème c'est le défi d'une coopération efficace entre la CPI et les États africains, le cas de la Côte d'Ivoire. À l'origine, selon ce qu'on nous a dit, la CPI avait été créée principalement pour les victimes. Alors, un matin, le monde s'est rendu compte que les victimes du monde entier étaient marginalisées, qu'il n'y avait pas d'instance judiciaire efficace pour pouvoir assurer leur protection et leur défense. Donc les États membres du Conseil de l'ONU et du Conseil de sécurité ont décidé de créer une justice internationale. Déjà, dans le paradoxe, c'est que les différents États forts qui ont voulu créer cette justice-là n'adhèrent pas totalement au principe. On a un peu l'impression qu'on a créé cette justice pour les autres. Mais ça, c'est l'impression qu'on a, mais qui est retranscrit dans la liste des signataires et des adhérents du statut de Rome en lui-même. Alors, les pays comme les États-Unis, la France, n'accepteront jamais que leurs nationaux soient justiciables devant la CPI. Déjà, ça fait tiquer.
quand on se dit qu'on crée une justice pour toutes les victimes et qu'on veut créer quelque chose, un système judiciaire qui est fort, qui est juste et équitable, pourquoi est-ce qu'on est les nationaux américains, français, même israéliens, juifs, moi je suis un peu proche des Israéliens, je dis de par la spiritualité, mais pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas justiciables devant la CPI? C'est des questions qu'il faut que nous nous posions. Il n'y a que les Africains qui excellent dans la qualité du suivisme des différentes institutions qu'on met en place contre elles, mais je ne sais pas si elles se rendent toujours compte de ce processus-là. Alors, pour moi, la coopération entre la CPI et les États africains, elle est mitigée. Mais cela ne reste que mon point de vue à moi. Et je vous dirai aussi pourquoi je pense qu'elle est mitigée. Il y a certains qui vous diront que la coopération est très bonne. Il y en a d'autres qui vous diront comme moi qu'elle n'est pas bonne. Alors, selon les intérêts recherchés par chacun et les blocs dans lesquels on se trouve, chacun peut apprécier qu'elle est bonne ou qu'elle est mitigée. Moi, mon point de vue, c'est qu'elle est mitigée. Et je vous donnerai donc quelques raisons pour vous dire qu'elle est vraiment mitigée. Alors, déjà, il faut partir du statut de Rome lui-même. C'est le statut de Rome qui met en place la CPI et qui fixe les règles de son fonctionnement, les règles de sa saisine, les règles des procès qui doivent avoir lieu devant la CPI. Première des choses, la CPI a été mise en place pour les victimes. Premier choc, aucune victime dans le monde entier ne peut saisir la CPI ou ne peut porter plainte devant la CPI. Et ça, pour moi, je trouve que c'est un choc énorme. J'entends souvent quelques juristes ou quelques avocats dire dans des conférences « Nous allons porter plainte pour les victimes à la CPI et ça ici ». Je voudrais attirer l'attention de mes confrères. Il faudrait qu'ils fassent une relecture du statut du Rome. Il ne faut pas qu'ils disent n'importe quoi, n'importe où. Il n'est pas techniquement possible, pour l'instant dans le monde entier, de porter plainte devant la CPI. Toutes les personnes qui utilisent ce terme-là, qui disent qu'elles vont porter plainte pour des victimes, ne sont pas des spécialistes de la gestion du statut du Rome et de la CPI. C'est vraiment important. Tout ce qui nous est ouvert comme procédure, c'est une procédure de dénonciation de crimes. Juste, mais après on pourra en débattre si vous voulez. Alors, donc, la victime ne peut pas porter plainte directement. Alors, comment ça devrait fonctionner? Vous avez seul le procureur de la CPI qui peut décider d'ouvrir une enquête, mais on vous dit que c'est discrétionnaire. Elle apprécie ou il apprécie contre qui il veut enquêter et sur qui il veut enquêter. Après, bien évidemment, il se rapproche de la chambre préliminaire pour obtenir une autorisation d'enquête. Mais ça, pour moi, ça reste un mécanisme. Mais la décision souveraine d'enquêter relève du procureur de la CPI. Alors, vous verrez bien qu'il y a de nombreuses causes de conflits ou de crimes dans le monde. Mais il y a des crimes qui passent inaperçus. Il n'y a pas très longtemps, je me rappelle, les États-Unis avaient bombardé un hôpital du CICR, un hôpital reconnu du CICR, et il n'y a jamais eu de poursuite. Mais je suis d'autant plus choqué qu'avant le bombardement, ou quand à l'entame du bombardement, le CICR a envoyé une notification aux Américains pour leur dire « Vous êtes en train de bombarder un hôpital CICR dans lequel se trouvent des médecins CICR avec des malades. » Les Américains ont reçu l'information, mais ils ont terminé le bombardement de l'hôpital et il n'y a eu aucune poursuite. Alors, pour moi, sur la base de quels critères on poursuit tel ou tel? On nous a dit qu'on avait tiré sur des femmes à Abobo. Et je dirais ce montage-là, pour moi, a servi à obtenir une résolution contre la Côte d'Ivoire pour bombarder le président Laurent Gbagbo. Quand on bombarde un hôpital du CICR avec des médecins du CICR et des malades reconnus, pourquoi est-ce que cela ne suffit pas à engager des procédures? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de résolution, même une résolution non contraignante contre les Américains? Il y a trop d'interrogations sur ce point-là. Vous avez le Conseil de sécurité également qui peut saisir la CPI. Mais le Conseil de sécurité, pour moi, c'est comme un club de sorciers, excusez-moi le terme, dans lequel aujourd'hui, le seul sorcier un peu lucide, c'est la Russie, selon mon point de vue. Mais sinon, c'est un club de sorciers. Tantôt, ils sont unis contre certaines personnes, et ils font tout ce qu'ils veulent faire, il n'y a vraiment rien contre eux. Tantôt, ils sont désunis, et c'est selon la gestion de leurs intérêts. Ce qui n'est pas vraiment une très bonne chose. Vous avez enfin, on vous dit, il y a certains États signataires qui peuvent saisir la CPI. Mais quand vous regardez bien, tous les États signataires qui ont saisi la CPI pour l'ouverture d'une enquête dans leur pays, l'ont toujours fait à l'encontre de leurs adversaires politiques. À l'encontre de leurs adversaires politiques.
Et même si par extraordinaire, le bureau du procureur décide de profiter de cette saisine-là pour élargir son champ d'application, comme c'était un peu le cas de la Côte d'Ivoire, où à un moment la Chambre préliminaire a décidé d'élargir l'enquête en Côte d'Ivoire jusqu'à 2002, ce qui est une chose formidable. Vous verrez bien que les États signataires qui saisissent la CPI décideront de ne pas coopérer pour tel ou tel point de l'enquête selon ce qui les arrange, ce qui ne les arrange pas. Donc pour moi, à la base, le statut de Rome, excusez-moi, c'est un contrat de dupe. C'est vraiment un contrat de dupe. Il devrait être réécrit. Il devrait être réécrit. À défaut, il serait peut-être bon que les États africains se révèlent et que les États africains décident de se mettre en place une vraie justice africaine, dotée de magistrats efficaces, dotée de moyens financiers. Déjà, il faut savoir que l'Union africaine n'arrive même pas à s'autofinancer. Bon, ils sont financés par des donations européennes ou américaines. Comment est-ce qu'on pourrait mettre en place une justice qui peut se respecter? Si nous avons une justice qui se respecte, qu'est-ce qui justifierait qu'on aille se faire juger à la CPI? Il n'y aurait pas de raison. On pourrait même arriver aux États nationaux, mais on va descendre un peu plus bas. Donc, l'un dans l'autre, pour moi, c'est déjà des soucis qui sont à la base, qui biaisent à la base de la CPI, le statut de Rome. Bon, on est obligé de faire avec pour l'instant, même s'il y a des choses à améliorer. Mais déjà, à la base, il y a des problèmes dans les statuts. Deuxième point, c'est le caractère défaillant de la justice complémentaire de la CPI. Alors, il faut savoir que la CPI, dans les statuts de Rome, est une justice complémentaire des justices nationales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire que la CPI est là pour pallier aux défaillances des justices nationales. Je vous donne un cas pratique. Vous avez par exemple dans un pays X un conflit qui est survenu, il y a eu de nombreuses victimes et la justice nationale décide de ne pas poursuivre les auteurs de ces crimes-là. À partir du moment où la justice nationale décide de ne pas poursuivre les auteurs de ces crimes-là, la CPI peut venir en justice complémentaire décider de les poursuivre. Pourquoi? Parce que la justice nationale a décidé de ne pas les poursuivre. Première chose. Ou la justice nationale peut décider de les poursuivre, mais de les poursuivre avec une telle complaisance qui laisse transparaître qu'on n'entend pas vraiment les juger ou les sanctionner. Deuxième raison, la CPI de venir en justice complémentaire. Ou carrément, l'appareil judiciaire, du fait de la crise, n'existe plus ou est complètement défaillant. Donc la CPI peut venir en justice complémentaire. Voilà ce qu'on appelle la justice complémentaire de la CPI. Aujourd'hui, quand vous regardez, la CPI ne ressemble pas vraiment pour les pays africains à une justice complémentaire. Elle ressemble plutôt à une justice prioritaire. Et ça, j'estime que c'est une honte pour la souveraineté des États nationaux eux-mêmes. C'est vraiment une honte, mais une honte collective. Voilà. Alors, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je vais vous donner deux cas. J'ai pris la peine de vous expliquer ce qu'on appelle la justice complémentaire déjà, mais selon moi et selon le statut de Rome, après, vous pourrez toujours revoir les tests pour vérifier les informations que je vous donne. Et donc, je vais les illustrer avec deux cas précis en Côte d'Ivoire. Vous avez le cas Simon Gbagbo et vous avez le cas des victimes pour Gbagbo. Dans ces deux cas-là, vous allez voir la défaillance de la justice complémentaire de la CPI. Alors, en ce qui concerne le cas Simon Gbagbo, vous avez, comme je suis l'avocat principal de Mme Simone Gbagbo et en Côte d'Ivoire et à la CPI, donc j'ai une parfaite maîtrise du dossier CPI existant actuellement à la CPI et du dossier ivoirien que je suis depuis le début. Alors, la CPI décide de lancer un mandat d'arrêt contre Mme Simone Gbagbo depuis 2012 et demande que l'État de Côte d'Ivoire puisse la faire venir à la CPI pour qu'elle soit jugée. Alors, vous avez l'État de Côte d'Ivoire qui, il y a quelques années, initie une procédure qu'on appelle la procédure d'irrécevabilité. En fait, la procédure d'irrécevabilité, c'est une procédure dans laquelle l'État dit « Nous voulons que vous arrêtiez les poursuites contre Mme Simone Gbagbo ». Et donc la CPI répond, la justice de la CPI répond en première instance en déboutant l'État de Côte d'Ivoire de sa demande. L'État de Côte d'Ivoire fait appel de cette demande-là. L'État de Côte d'Ivoire est également débouté. Alors, je vais dire, dans la forme, la CPI avait raison de débouter la Côte d'Ivoire parce que l'État de Côte d'Ivoire a très mal initié sa procédure. J'avais eu à le dire dans le cadre des écritures que j'ai eu à prendre vis-à-vis de la CPI. Ça, c'est le premier point de la forme. Mais dans le fond, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire avait raison ou tort d'initier une telle procédure? Dans le fond, l'État de Côte d'Ivoire avait raison d'initier une telle procédure. Pourquoi? Parce que les statuts sont bien clairs. La CPI est une justice complémentaire. Vous devez rapporter la preuve que la personne qui est poursuivie devant la CPI fait l'objet de poursuites véritables dans votre État national.
en l'espèce, Mme Simone Gbagbo, est-ce qu'elle est véritablement poursuivie en Côte d'Ivoire? Je répondrai que oui. Mme Simone Gbagbo fait l'objet de plusieurs poursuites. Première poursuite pour les atteintes à la sûreté de l'État. Ces poursuites-là ont débouché sur un procès pour crime dans lequel elle a été condamnée à 20 ans de prison. Je reviendrai un peu sur ce débat-là parce que pour moi, et je vous le dis, la condamnation de Mme Simone Gbagbo pour moi équivaut à rien du tout. Parce que la décision, nous allons bientôt la faire annuler parce qu'elle n'est pas bonne en droit. Mais en tout état de cause, pour l'instant, elle purge une peine d'emprisonnement de 20 ans de prison. Première des choses. Deuxième des choses, Mme Simone Gbagbo était poursuivie pour les crimes les plus graves, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. C'est les mêmes infractions pour lesquelles Mme Simone Gbagbo est poursuivie à la CPI. Je dis bien les mêmes infractions. Initialement, elle était poursuivie pour des infractions qui étaient différentes. Et la CPI répondait que les infractions pour lesquelles on poursuivait Mme Gbagbo chez nous à la CPI et pour lesquelles elle était poursuivie en Côte d'Ivoire n'étaient pas identiques, lettre pour lettre. Nous avons toujours le droit de dire que nous voulons toujours la poursuivre. L'État de Côte d'Ivoire a donc modifié l'ordonnancement pénal en Côte d'Ivoire et on a créé des infractions qui n'existaient pas en Côte d'Ivoire mais qui existaient à la CPI pour laquelle elle était poursuivie pour qu'on puisse les mettre au même niveau. Donc on a créé ces infractions-là spécialement pour Mme Simone Gbagbo et on les a rajoutées à ces poursuites et elle a fait l'objet d'un procès pour des poursuites de crimes identiques à celles de la CPI. Et c'est là qu'elle a obtenu son acquittement pour les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Alors, donc résultat, Mme Gbagbo étant poursuivie pour les mêmes raisons. Il n'y a aucune raison qui justifierait que la CPI continue de vouloir réclamer l'extraction de Mme Gbagbo. Pour moi, le fait de réclamer même que Mme Gbagbo soit extradée montre que la CPI ne joue pas son rôle correctement, ne joue pas son rôle de justice complémentaire. Parce que la CPI ne doit pas nous donner l'impression qu'elle est une justice arbitraire. Vous dites, je vous donne un exemple, dans une école, dans un village perdu, il y a des classes du CP1 jusqu'au CM1. Il n'y a pas la classe de CM2. Donc, naturellement, si les enfants du CM1 passent en classe supérieure, on ne peut pas les garder dans le village, il faut les envoyer dans un autre village où il y a un CM2. C'est la même chose. À partir du moment où il y a la classe de CM2 dans le village, il n'y a aucune raison qui justifie qu'on envoie les enfants du CM2 ici, là, dans un autre village, si la capacité d'absorption de la classe n'est pas atteinte. Dans le cas ivoirien, c'est la même chose. Mme Gbagbo est poursuivie pour les mêmes crimes que ceux de la CPI. Elle bénéficie d'un procès en bonne et due forme qui a fait l'objet d'une instruction préalable et d'un procès pour crime dans lequel elle a été acquittée. Est-ce que oui ou non, la justice nationale a fait son travail? La réponse c'est oui. Ce n'est pas la qualité de la décision qui justifie cette réponse, non. La CPI ne doit pas dire, comme elle a été acquittée, donc nous la poursuivons. Non, elle doit faire l'objet d'un procès équitable. Et la décision qui est rendue là, c'est la décision qui est rendue. Qu'elle ait été condamnée ou déclarée non coupable, à partir de ce moment, la CPI est en droit de dire, nous ne pouvons plus continuer à la poursuivre. La CPI n'avait pas à attendre qu'on engage une procédure d'irrécevabilité pour le faire. Elle pouvait s'auto-saisir et se déclarer irrécevable à partir du moment où il y a une condamnation qui a été rendue. Et j'estime que la CPI n'a pas été efficace sur ce point-là. Mais cette année, j'entends saisir la CPI de nouveau à l'initiative de Mme Simone Gbagbo en procédure d'irrécevabilité. Et nous entendons gagner ce procès-là cette année pour mettre fin aux procédures contre Mme Simone Gbagbo à la CPI. Donc ça, il n'y aura aucune raison pour la CPI d'échapper à l'abandon des poursuites. Donc vous avez ça. Alors, quand vous voyez l'acharnement de la CPI à continuer à réclamer Mme Simone Gbagbo, je dis, mais il y a un problème. La CPI est tellement, s'ennuie tellement qu'elle réclame quelqu'un qui ne relève plus de sa compétence. Bon, je ne suis pas quand même étonné quand je vois que la CPI a le temps d'aller poursuivre des gens qui ont détruit des bâtiments au Mali, alors qu'on a encore les victimes pour Gbagbo en Côte d'Ivoire qui, depuis 2002, attendent un procès. Ça, je me pose d'énormes questions. Il y a d'énormes génocides en Côte d'Ivoire, dont le génocide Ouai, qui n'ont pas encore été poursuivis jusqu'à ce jour. On a le temps d'aller poursuivre des gens qui détruisent des bâtiments. Je ne dis pas que les bâtiments sont importants, sont moins importants, mais la vie humaine, pour moi, est la chose la plus importante. Donc la CPI ne nous rassure pas. Je suis désolé de le dire, mais la CPI ne nous rassure pas. Je voudrais juste m'arrêter là sur le cas Simone Gbagbo. J'espère que j'ai pu vous donner l'explication qui montre que la CPI ne joue pas son rôle de justice complémentaire. Dans le cas Simone Gbagbo.
Dans le cas des victimes Paul Gbagbo, vous verrez également à l'opposé que la CPI ne joue pas également son rôle de justice complémentaire. Alors, la justice complémentaire, comme je vous ai expliqué, n'intervient que lorsque l'État national décide de ne pas poursuivre certains responsables de crimes. Alors, en Côte d'Ivoire, les victimes Paul Gbagbo n'ont pas encore vu la justice ivoirienne poursuivre les responsables des forces pro-Ouattara qui lui ont causé ces crimes-là. Alors, depuis 2011, vous allez voir qu'il y a eu des milliers de Paul Gbagbo qui ont été arrêtés, poursuivis pour les crimes qu'on leur allègue à l'encontre des forces et des victimes pro-Ouattara. Je veux bien, c'est pas grave. Vous avez vu de nombreuses arrestations, de nombreuses condamnations, mais toutes ces condamnations ne concernent que les responsables pro-Gbagbo. Ok. Mais qu'en est-il des procès contre les responsables pro-Ouattara qui ont commencé à commettre des crimes en Côte d'Ivoire depuis 2002 avec la rébellion ivoirienne? En décembre 2017, j'étais à l'Assemblée générale de la CPI à l'ONU où j'ai eu un accrochage avec le bureau du procureur sur ce point. Et le bureau du procureur essayait de me faire croire qu'ils sont impartiaux. Je dis non. Prenons tous les critères qui ont permis de poursuivre le camp Gbagbo. Prenons tous les critères, parce que vous avez deux personnes qui se battent et vous décidez de poursuivre tel camp avant tel autre camp. Vous m'auriez mis à l'aise si vous avez poursuivi les deux camps en même temps. C'était mieux. Mais quand vous décidez de poursuivre le camp Gbagbo avant de poursuivre le camp Ouattara, j'ai besoin de savoir objectivement les critères qui vous ont permis d'engager, de faire un tel choix. Alors prenons ensemble les critères et apprécions-les. Le critère d'antériorité, de crime. Entre les deux camps, lequel des camps a commencé à commettre des crimes le plus tôt? Mais ce sont les forces pro-Ouattara qui, le 19 septembre 2002, sont arrivés avec une rébellion et ont tué les populations depuis le nord en descendant par l'ouest où les crimes ont été les plus importants jusqu'au centre, jusqu'à Abidjan. En termes d'antériorité, les crimes des forces pro-Ouattara sont plus antérieurs. Première chose. Sur ce point, vous avez été défaillant. En termes de quantité, excusez-moi, je ne méprise pas la qualité des victimes, mais en termes de quantité de meurtres et de crimes, les crimes de la rébellion ivoirienne et des forces pro-Ouattara jusqu'à 2012 encore. Ouattara avait déjà prêté serment en tant que président jusqu'à 2012 dans le camp de Naïbi, mais c'est des centaines de milliers de pauvres Gbagbo qui ont été tués. Le génocide, ouais, on ne peut plus le quantifier aujourd'hui. Donc en termes de quantité, quand on poursuit Gbagbo pour 375 victimes, alors qu'en une journée à l'ouest, on a fait 800 morts au minimum, il faut nous respecter. Il y a plus de 200-300 000 victimes pour Gbagbo, alors qu'on poursuit Gbagbo pour 375 crimes. Donc le critère d'antériorité, il ne passe pas, le critère de quantité, il ne passe pas, le critère même, je pourrais être plus cynique, le critère de comment on dit ça, de gravité de crime. Alors, ce sont des têtes coupées, des femmes enceintes éventrées, des gens amputés de leur sexe, de leur membre. On a vu tous les modèles de gravité de crime avec les forces pro-Ouattara. Quel est le critère qui vous a permis de poursuivre le président Laurent Gbagbo en priorité? Ils n'ont pas été en mesure de nous donner une réponse. Mais comment vous voulez nous rassurer de votre caractère équitable quand vous faites des choix qui ne reposent sur aucun critère équitable? Je me pose bien la question. C'est bien beau de faire des conférences en interne entre vous, mais de temps en temps, il est bon que vous ayez des vis-à-vis pour qu'on parle. Là, je suis là maintenant en face. Venez qu'on en discute de façon transparente et qu'on sache sur la base de quoi vous avez fait vos choix. Surtout que vous avez le mandat de la population du monde entier. Excusez-moi, Madame Bensouda, c'est pas la grande patronne du monde. On lui a délégué un pouvoir qu'elle exerce pour le compte du peuple mondial. Alors, bref. Donc, quand vous voyez ça, la CPI ne joue pas son rôle de complémentarité. La CPI ne s'est jamais offusquée de voir que les pauvres Ouattara n'ont jamais été poursuivis en Côte d'Ivoire et n'a pas utilisé sa même fougue à réclamer Mme Simone Gbagbo dans le cas inverse à poursuivre les forces pro-Ouattara. Le bureau du procureur m'a répondu qu'ils ont décidé de changer de méthode après le départ de Compo et ils ont même décidé maintenant de faire des enquêtes minutieuses qui prennent des années et des années et des années. Alors, je lui répondais que c'est fou. Le bureau du procureur a été très efficace dans le cas de Laurent Gbagbo parce qu'il a suffi d'un mois
je pèse bien mes mots, d'1 mois pour délivrer un mandat d'arrêt contre le président Laurent Gbagbo. Juste 1 mois. Là, nous sommes à bientôt 7 ans et demi. Il n'y a pas encore eu un seul mandat contre les forces, les responsables pour Ouattara, des crimes énormes qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire et notamment à l'Ouest. Vous allez prendre combien d'années d'enquête minutieuse pour pouvoir le faire? Puisque nous sommes dans le même case. On ne peut pas, dans le même cas ivoirien, avoir un 2 poids 2 mesures. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire. Je peux en parler longuement parce qu'il y a trop de choses à dire, mais je vous laisserai notamment le cas de poser des questions si vous avez envie de poser des questions. Ça, c'est en ce qui concerne la défaillance de la CPI sur son rôle de justice complémentaire. La CPI aujourd'hui, avec les États africains, se comporte comme un bandit, mais qui a l'onction des forces, des puissances internationales et de l'ONU. Elle fait ce qu'elle veut. J'aurais voulu qu'elle le fasse également contre les Américains, là actuellement, contre Israël qui chaque semaine bombarde, tire sur des populations devant sa frontière qui sont menées. Je vous passe même sous silence le bombardement de Bouaké qu'on n'a pas élucidé, mais les meurtres des Ivoiriens en 2004 devant l'hôtel Ivoire. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de procédure contre ces meurtres-là, à l'encontre des responsables français. Il y a le bombardement et les meurtres des populations devant la résidence du président en 2010-2011. C'est passé sous silence. On aimerait bien comprendre comment ça fonctionne. On aimerait bien comprendre comment ça fonctionne. Comment fonctionne ce statut de Rome et comment fonctionne l'équité de la justice et la création de la CPI qui dit être venue pour les victimes. Ou je ne sais pas s'il y a des choix de victimes ou des priorisations de victimes, mais je ne comprends vraiment pas. Troisième point que je voudrais développer avec vous, ce sont les écueils de la CPI. Donc je vous ai pris les cas de défense de justice complémentaire de la CPI, le cas Simone Gbagbo, le cas des victimes pour Gbagbo également. Et je vais vous prendre maintenant les écueils de la procédure de la CPI dans le cas Laurent Gbagbo. Alors, déjà la première des choses qui m'a posé problème, ce sont les prémices des poursuites contre le président Laurent Gbagbo. La CPI, par l'intermédiaire de M. Ocampo, avant même la naissance d'un conflit, commençait déjà à menacer le président Laurent Gbagbo de le faire poursuivre à la CPI au cas où il n'accepterait pas la victoire de son adversaire politique. Bon, moi, ça me pose un problème. La CPI n'a aucune compétence pour apprécier les élections dans un pays. Les élections dans un pays sont régies par des tests nationaux et un fonctionnement national. Alors, aujourd'hui, parler de qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire, c'est devenu comme un tabou. Tout le monde a peur. Pour moi, c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Mais je ne le dis pas parce que j'aime Gbagbo, je le dis sur la base du respect des tests ivoiriens. Nous avons une commission électorale qui donne des résultats provisoires. Nous avons un conseil constitutionnel qui donne des résultats définitifs. Quand la décision est rendue par le Conseil constitutionnel, nous nous y alignons. Pour moi, le débat, il est là et il est précis. Aux États-Unis, à un moment, entre Al Gore et Bush, il y a eu ce même problème. La haute cour a tranché. Elle a même tranché du mauvais côté et tout le monde s'est incliné. Et ça n'a posé de problème à personne. Moi, je ne cherche pas à compter le nombre de bulletins de vote dans les urnes. Je suis légaliste. Nous disons que les résultats définitifs sont donnés par un Conseil constitutionnel qui a donné des résultats. M. Laurent Gbagbo a prêté serment. Pour moi, le débat il est clos. Je dis bien, pour moi, le débat il est clos. Donc je n'ai pas à savoir qui a fait ça et qui n'a pas fait ci. Alors, sur la base de quoi le procureur Ocampo demandait à M. Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de son adversaire politique? Je ne sais pas. Et pourquoi ça devrait faire l'objet de poursuites devant la CPI, surtout qu'il n'y avait eu encore aucun crime allégué à l'encontre du président Laurent Gbagbo? Je me suis toujours posé la question. Alors, vous avez la capture du président Laurent Gbagbo. Il a été arrêté le 11 avril, mais sur la base d'aucun ordre légal d'arrestation. Je dis bien aucun ordre légal d'arrestation. Alors, vous avez le président Gbagbo qui a prêté serment. On peut dire qu'il n'a pas gagné les élections, donc il n'aurait pas dû prêter serment. Ça encore, je peux concéder ça aux gens, ça fait l'objet d'un débat. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de vacances de pouvoir. Vous avez l'ancien président qui n'arrête ses fonctions que lorsque le nouveau président a prêté serment. Donc, le président Ouattara, entre guillemets, a prêté serment, je pense, en mai 2012. Ce qui suppose que le 2011, pardon. En mai 2011. Merci. Effectivement. Alors, donc, des élections présidentielles jusqu'à mai 2011, la constitution ivoirienne dit que l'ancien président est en fonction.
Alors, sur la base de quoi il est arrêté et par quelle autorité judiciaire ou par quel ordre de poursuite? Il n'y en avait aucun. On nous a dit en son temps qu'il était en résidence surveillée. Je me rappelle que ma consoeur Maître Abiba Touré et moi avons fait une réquisition aux autorités ivoiriennes pour savoir s'il y avait un décret de mise en résidence surveillée, parce que la mise en résidence surveillée en Côte d'Ivoire doit faire l'objet d'un décret présidentiel. Alors, qui allait le signer? Celui qui devait le signer n'avait pas encore prêté serment. Alors, même s'il le signait, il fallait qu'il soit notifié à la personne concernée et publié au journal officiel. Il n'y avait ni publication au journal officiel, il n'y avait ni notification aux personnes concernées, et le décret lui-même n'a jamais existé. Sur la base de quoi il a été arrêté. Par ailleurs, à un moment, il a été décidé d'extrader le président Laurent Gbagbo. Donc, sur le mot d'extradition, pour moi aussi, il y a une différence de la CPI. Parce qu'en droit ivoirien, la loi est claire, on ne peut pas extrader un national ivoirien. C'est pas possible. On a un test sur l'extradition en Côte d'Ivoire, mais ce test ne concerne que les étrangers. Donc quand il y a un étranger en Côte d'Ivoire qui doit être extradé, on a un test qui organise le mode d'extradition de cet étranger. Mais il n'y a pas de test en Côte d'Ivoire qui organise le mode d'extradition d'un Ivoirien, parce qu'on ne peut pas extrader un Ivoirien. Alors, on nous a dit non, le seul fait d'avoir signé le statut de Rome permettait cela. Je dis non. La signature du statut de Rome ne permet pas d'extrader un national ivoirien. Il n'y a pas comment dire ça, de pacte ou d'acte juridique qui a été signé entre la Côte d'Ivoire et la CPI qui permettrait cela. Et si cela était le cas, il fallait modifier l'ordonnancement juridique ivoirien en créant un test spécifique qui permette, à titre spécifique, d'extrader des nationaux vers la CPI. Tant que ce test n'existe pas, ce n'était pas possible. Donc le président Laurent Gbagbo a été extradé sur la base de rien. Mais mieux, il faisait l'objet de sanctions de l'ONU. Lui et un certain nombre de ses proches. Ce qui leur interdisait de traverser les frontières ivoiriennes. Alors, donc, pour qu'un Ivoirien qui est sanctionné par l'ONU puisse traverser les frontières ivoiriennes, il fallait que l'ONU lève les sanctions pour l'autoriser à traverser les frontières ivoiriennes. Alors, le président Laurent Gbagbo a été mis dans un avion, il a traversé toutes les frontières et arrivé à la CPI. La CPI s'est rendue compte que les sanctions n'avaient pas été levées. Elles ont été levées bien après son extradition. Ce sont des cas assez patents qui montrent que la CPI n'entend pas jouer franc jeu et faire respecter le droit des détenus ou de la défense dans le cas des poursuites. C'est comme si la CPI avait reçu un ordre, débrouillez-vous pour le faire venir, après on va voir le reste des problèmes. Alors, vous avez le cas de la décision de la CPI qui constatait que les preuves qui ont été présentées par Mme Bensouda n'étaient pas suffisantes. Alors, il faut savoir qu'on est en matière pénale. Et en matière pénale, le principe, il est clair, c'est un principe fondamental de droit. Pas de preuves profite à l'accusé. Même s'il y a des preuves et qu'il y a doute, ça profite à l'accusé. À partir du moment où la chambre préliminaire estime que les preuves présentées par Bensouda ne sont pas suffisantes pour ouvrir un procès, pour moi, on aurait dû mettre fin à la procédure et mettre le président Laurent Gbagbo en liberté immédiate. On a décidé, la CPI a décidé quand même de le garder et de demander à la procureure d'aller chercher de nouvelles preuves complémentaires. Je trouve que c'était extrêmement grave. Il n'y a qu'avec la CPI qu'on peut voir de telles choses, franchement. Donc le but, c'était de garder Gbagbo coûte que coûte, ce n'était pas de faire vraiment du droit. Après, on peut finir avec les raisons du refus des mises en liberté. Quand vous prenez le contenu des décisions de mise en liberté, on vous dit que le président Gbagbo est toujours assez populaire, il a beaucoup de sympathisants, des milliers de sympathisants, et donc s'il sort éventuellement, il pourrait déstabiliser la Côte d'Ivoire parce qu'il a des milliers de sympathisants. Ce ne sont pas des arguments juridiques. Le principe en droit international et en droit ivoirien, c'est la présomption d'innocence. C'est le principe de la liberté. À partir du moment où vous estimez qu'il n'y a pas de raison de garder le président Laurent Gbagbo, il faut le mettre en liberté. J'aurais même voulu qu'on me dise qu'on allait lui aménager une liberté conditionnelle en résidence sur place à La Haye, dans un domicile privé, avec un boîtier, un bracelet électronique et une surveillance un peu plus précise que j'aurais pu comprendre. Voilà, je voudrais peut-être m'arrêter un peu là et vous dire que moi j'estime pour moi que la justice complémentaire de la CPI c'est une véritable arnaque. Et tout cela est possible à cause de la légèreté des Africains et des dirigeants africains. C'est des choses qui ne passeraient pas dans d'autres pays. Mais malheureusement, c'est ces choses qui se font en Afrique parce que l'Afrique n'a pas encore perçu
où les dirigeants africains, pour des intérêts qui leur sont personnels, n'ont pas encore perçu la réalité de la chose. C'est juste bon quand on poursuit les autres, mais on ne reste pas au pouvoir éternellement. Donc quand vous tombez par la suite, on peut également vous poursuivre et vous vous rendez compte que le test que vous avez soutenu depuis longtemps, il était très mal fait subitement. Voilà. Merci à vous tous.